S'il y a bien une chose qui unit tous les joueurs, c'est notre aversion pour les temps morts de notre média préféré. En même temps, ça peut se comprendre, il y a 2 secondes, vous étiez possiblement en train de vivre une séquence d'action intense ou une poursuite terrifiante. Ou alors vous vouliez juste désamorcer une bombe avec 4 coéquipiers, mais le matchmaking peine à trouver 5 adversaires prêts à vous en empêcher. Quoi qu'il en soit, attendre ce n'est marrant pour personne au quotidien, et ça l'est encore moins dans le monde virtuel. Pour les développeurs, cela a été et est toujours un problème à prendre en compte, et durant mes recherches, je me suis même rendu compte que certains streamers se posaient la question de comment garder leurs viewers engagés quand ils ont un long temps de chargement, c'est vous dire. Et bien aujourd'hui je vous propose de jeter un œil dans cette partie un peu obscure où des travailleurs de l'ombre œuvrent pour que votre temps de jeu soit optimal, et dépourvu au maximum de ces abominables moments de calme plat. Avant de se demander pourquoi on charge, commençons par la base. C'est quoi un chargement? Très vulgairement, un chargement c'est un transfert de données. Dans le cadre d'un jeu vidéo installé sur votre système, on va récupérer les ressources depuis votre disque dur ou SSD, puis on le transfère en RAM, alias la mémoire vive, qui elle dispose d'un accès rapide. C'est pour ça qu'on va favoriser au maximum celle-ci lorsque l'on traite des données. La mémoire vive, c'est le nerf de la guerre. Elle va contenir tout ce qui est en rapport avec le comportement du programme, les scripts, les variables, les sons ou encore des données qui vont être traitées par le processeur. Elle va se remplir au lancement, évoluer en taille lorsque l'on joue, et se vider à la fin du programme. Son principe, c'est d'être volatile. On a également une deuxième RAM qu'on appelle la VRAM. Celle-ci est associée à votre carte graphique, elle aura exactement le même rôle que la RAM, mais elle est majoritairement utilisée à juste titre pour gérer la partie graphique de vos jeux. Elle va toucher aux textures, modèles 3D, shaders, etc. Enfin, toutes ces données seront traitées par votre processeur ou CPU et votre carte graphique, souvent appelée GPU. Ce sont eux les utilisateurs finaux de vos données qui permettent à votre jeu de prendre vie. Finalement, c'est pas si compliqué que ça un ordinateur. Enfin si, mais on va simplifier. Cela dit, ça ne répond pas à la question pourquoi on charge. Alors revenons un instant à nos cartouches de l'époque. Elles avaient un gros avantage, pas de chargement ou presque, car elles fonctionnaient comme de la mémoire vive avec un accès direct aux données. La Switch s'appuie encore sur ce principe, en utilisant des cartouches contenant de la mémoire flash rapide. Et puis à l'époque, on n'avait même pas besoin d'installer le jeu. Et ouais, votre jeu était contenu physiquement dans un ensemble de puces. Maintenant, c'est le PC et la console qui jouent ce rôle. Et votre jeu est devenu un ensemble de données logiques inscrites sur un CD. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à charger. Mais du coup, pourquoi on a transitionné? La première raison qui a motivé le mouvement vers le CD, c'est le coût de production. Une cartouche, c'est plein de composants électroniques et c'est cher. Alors qu'un CD, c'est juste un pressage et ça ne coûte vraiment rien. Et à l'époque, pour les éditeurs, ça faisait la différence. Puis la capacité de stockage d'un CD, et surtout d'un Blu-ray, ça met à genoux même la meilleure cartouche de Switch. On parle de 32 Go contre 128 Go pour le Blu-ray. Et ça, c'est pour aujourd'hui, mais à l'époque, les cartouches de Nintendo 64, comme leur nom l'indique, permettaient de stocker 64 MO. C'est pas avec ça qu'on allait faire tourner Final Fantasy VII qui avait besoin de 4 CD de 700 MO chacun. Mais malheureusement, l'inconvénient de tout ça, c'est que lire un CD, c'est plus long. La lentille doit se déplacer pour lire la bonne donnée, et attendre également que la donnée arrive, parce que vous êtes peut-être au courant, mais un CD ça tourne, et ça doit tourner à la bonne vitesse. C'est à ce moment précis qu'on a besoin de chargement. Du coup, il n'y a pas vraiment de techno parfaite. D'un côté, le CD, c'est plus de stockage, mais on a besoin de charger. De l'autre côté, on ne charge pas ou peu, mais on a moins d'espace. Alors, team CD ou team cartouche? Choisissez votre camp. Finalement, vous savez ce qui est encore moins cher qu'une cartouche ou un CD? D'avoir aucun support physique. Et oui, excite les coûts de production des boîtes et de pressage des CD, et gloire aux dématérialisés. Mon esprit de collectionneur pleure intérieurement, mais on y arrive malheureusement de plus en plus. Alors du coup, on se dit parfait, plus de support physique, donc plus de contraintes physiques à la lecture. Donc on n'a plus vraiment besoin de charger. Bah, je vous apprends rien, vous avez tous joué à un jeu sur Steam ou acheté un jeu via les différents magasins virtuels, et votre jeu n'est pas plus rapide à charger pour autant. Parce que s'il n'y a pas de support à insérer dans un lecteur, il y a, comme je le disais au début de cette vidéo, un autre support dans vos machines. Le disque dur, c'est votre support de stockage de données. Ça fonctionne comme un CD, dans le cas du physique, et c'est plus proche de ce que fait la Switch dans le cas d'un SSD. On a même optimisé ce dernier avec le protocole NVMe, une technologie qui tire parti des performances du SSD, ce qui accélère encore plus le transfert des données vers la RAM. Ce qui nous amène donc à aujourd'hui. On a des programmes qui sont de plus en plus lourds, que l'on installe sur votre périphérique de stockage, votre disque dur ou SSD, et en général c'est plutôt la deuxième option maintenant. Alors on charge. Peut-être un peu plus vite, mais on charge. Peut-être que vous vous êtes dit, bah, si c'est plus facile d'accès sur la RAM, alors pourquoi on met pas tous les jeux sur la RAM? Bah ça serait bien, hein. Mais votre RAM, elle n'est pas infinie non plus, et à ce jour, on est en général sur une moyenne de 32 Go de RAM pour des configurations déjà bien haut de gamme sur PC. Et sur les consoles, on est plutôt sur 16 en ce qui concerne la PS5 et la Xbox Series X. Sachant qu'en plus, une partie de cette mémoire est déjà allouée au système d'exploitation. Et comme je vous disais, la RAM c'est le nerf de la guerre, donc on va essayer d'optimiser au maximum son utilisation, car jouer avec la mémoire en pensant que tout va bien se passer,
c'est un aller simple vers le crash. Mais qui sait, peut-être qu'à terme, nos périphériques de stockage auront une vitesse d'accès tellement rapide que la RAM ne sera plus nécessaire. On peut toujours rêver, hein. Bref, j'espère que ce cours de rattrapage ne vous a pas trop endormi. L'essentiel c'est de comprendre que le chargement c'est juste un transfert de données que l'on a besoin à un instant T et qui va donc être mis en mémoire pour que notre CPU et notre GPU puissent travailler. Et plus important encore, les données inutilisées sont déchargées pour libérer de l'espace, car comme je le disais plus tôt, la RAM n'est pas infinie. L'historique est fini pour cette partie, on va attaquer une section un peu plus fun. On va voir ce qui se passe en jeu et comment on vous fait patienter. Car si je vous ai fait tout ce blabla technique, c'est pour d'une part comprendre ce qu'est un chargement, et quels sont les potentiels leviers pour les altérer, car leur perception par les joueurs soulève un fort questionnement en ce qui concerne leur expérience. En UX, on a un indicateur qui existe depuis des années pour les temps de réponse. Jacob Nielsen, un développeur web, indique dans son livre Usability Engineering que 0,1 seconde c'est la limite pour donner l'impression que le système répond instantanément. Plus récemment, on a désormais le seuil de Doherty qui affirme que 0,4 secondes c'est le maximum tolérable pour qu'une interface réagisse. Mais ça ne justifie pas d'avoir des écrans de chargement pour le moment. Si on continue l'analyse de Jacob, voilà ce qu'on peut en tirer. Si le temps de réponse va au-delà d'une seconde, on va interrompre le chemin de pensée d'un utilisateur. C'est peu, mais c'est déjà suffisamment long pour qu'on se dise qu'il y a un problème. Après 10 secondes, on perd totalement l'attention de l'utilisateur, et c'est à ce moment-là qu'on a besoin d'un écran de chargement ou de n'importe quel feedback donnant un retour à l'utilisateur. L'écran de chargement, du coup, c'est le moyen qu'on a de vous signaler que votre jeu n'est pas en train de planter. Tout ceci afin d'être responsive, comme je vous le disais plus tôt. Quand il était difficile de faire autrement, on avait juste un écran noir le temps que tout se charge. On est d'accord pour se dire que le retour utilisateur n'est pas idéal. Alors il est devenu de plus en plus courant de montrer une progression, que ce soit un pourcentage, une icône animée qui montre qu'un processus est en cours, ou même une barre de progression. Au-delà de son évidente utilité pour informer, une étude menée sur un échantillon d'utilisateurs a montré quelque chose de très intéressant sur la perception du temps. Ces personnes ont été confrontées à 3 écrans de chargement. Le premier écran avait une animation passive, le deuxième une barre de progression et le dernier des interactions. Chaque chargement était entrecoupé de questions afin de permettre aux utilisateurs de donner leurs impressions sur ces derniers, car officiellement l'expérience consistait juste à les juger, savoir comment chaque personne vivait cette attente. Mais en réalité, le but était de voir comment chaque temps d'attente pouvait être influencé par le biais de visuel et d'interaction, car tous ces écrans durent en réalité 10 secondes. Pourtant, quand il leur a été demandé de juger la vitesse perçue pour chacun de ces chargements, comme vous pouvez vous en douter, l'écran de chargement animé avec interaction a été perçu comme le plus rapide des trois. C'est pourquoi on vous montre souvent une animation, un artwork ou d'autres choses qui sont juste là pour attirer votre attention en attendant que le niveau de jeu se mette en place. Le plus facile, c'est évidemment d'avoir juste un petit logo qui bouge ou quelques artworks. Maintenant, on met à profit cette attente pour vous faire apprendre des faits sur le lore d'un monde ou pour donner des conseils de jeu. Dans d'autres cas, c'est même un moyen de faire un récapitulatif des derniers événements majeurs de votre aventure, ce qui renforce l'impact de vos actions sur l'aventure, en plus de vous offrir un suivi personnalisé de votre progression. Et pour avoir joué à Baton Kaitos il n'y a pas longtemps, j'avoue que le rappel m'a bien aidé pour me souvenir de ce que je devais faire après une longue pause. Et sans spoiler, Outer Wilds a même exploité ce concept de chargement de manière très originale dans son DLC. Si vous voulez en savoir plus, je vous laisse vous renseigner de votre côté. Et enfin, il y en a d'autres qui sont là juste pour nous préparer mentalement à la fantaisie que le jeu souhaite mettre en place. Ah, ouais, un moment légendaire, même après 100 fois. Et très malin, hein, parce que pendant que le jeu charge, on justifie votre attente par cette scène de largage. Vous n'attendez pas parce que le jeu charge, mais parce qu'il faut que votre capsule arrive sur le champ de bataille. Puisqu'il faut également décharger la mémoire, on peut recourir à plein d'astuces, mais il me paraît difficile de dépasser Zelda Breath of the Wild ou Tears of the Kingdom là-dessus. Après quelques heures en jeu, le monde évolue et conserve ses états, mais garder autant d'informations sur un open world, c'est lourd. Alors Zelda justifiera ce renouvellement du monde par la lune rouge, censée remettre le monde à un état par défaut. En fait, le but premier est juste d'alléger la consommation de mémoire de la console. Et c'est très simple à vérifier puisque certains joueurs ont trouvé le moyen de surcharger la mémoire du jeu pour provoquer des lunes rouges à volonté. Quoi qu'il en soit, chargement ou déchargement, c'est seulement une fois que tout est prêt que l'on rend le contrôle au joueur. Non, j'ai menti. Je pense que vous l'avez tous vécu, lorsqu'on attend, la moindre occupation aussi basique soit-elle devient pour le moins passionnante. Okami et Devil May Cry l'ont bien compris. Une simple pression sur un bouton et un effet visuel ou sonore immédiat suffit. Je suis même prêt à parier que si je faisais un écran de chargement avec juste un compteur qui augmente dès que vous appuyez sur un bouton, ça donnerait lieu à des compétitions de celui qui arrive à atteindre le plus gros chiffre avant la fin du chargement. Par la suite, on s'est dit qu'il y avait peut-être un moyen de rendre cette attente utile.
Là où la White Room d'Assassin's Creed permet aux joueurs de se balader librement et de se familiariser avec les contrôles, Bayonetta va encore plus loin en proposant une liste de combos à suivre pour potentiellement vous faire découvrir des combinaisons que vous n'aviez pas explorées. C'est ludique et utile. Certains jeux allaient encore plus loin, comme Ridge Racer qui intégrait un mini-jeu classique pendant le chargement. Et grâce à ça, on ne pense plus à l'attente et on peut même trouver cette récréation trop courte. Des mini-jeux dans le jeu, c'est basique, mais ça marche finalement très bien. Mais ce n'est pas le seul temps d'attente qu'on peut avoir dans un jeu. J'ai parlé de matchmaking au début de ma vidéo, et autant certains jeux ne vous laissent pas le choix que d'attendre, mais d'autres proposent de ne pas laisser vos mains refroidir. Prenez Rocket League. Quand les pros lancent une partie classée, ils peuvent parfois atteindre jusqu'à 15 minutes. Heureusement pour eux qu'il est possible de lancer un entraînement libre histoire de s'occuper ou juste de ne pas perdre la main en faisant un échauffement. Dans Overwatch 2, il y a la possibilité de jouer à des modes de jeu en attendant de trouver des adversaires. Finalement, le meilleur moyen de garder le joueur engagé pendant un temps d'attente, c'est de lui donner l'illusion qu'il n'attend pas. Quoi qu'il en soit, cela ne doit pas être une solution pour des temps d'attente trop longs. On ne peut pas vraiment dire qu'il y a un temps référence pour ce qui est acceptable, mais le plus court est le mieux. Si je vous parle de GTA Online, vous avez peut-être vécu cette période sombre où il fallait parfois plus d'1 quart d'heure pour charger le jeu. Heureusement, cette époque est révolue car un développeur externe a réussi à lui seul à réduire ce délai d'environ 70%, et Rockstar a accueilli cette solution à bras ouverts. Et puis, finalement, on a trouvé des moyens bien plus marrants de cacher les chargements directement en jeu. Il y a un truc que je vous ai jamais dit jusque-là, mais sachez que le principe d'une simulation, c'est d'être convaincante. Peu importe que ce soit une fantasy, un jeu réaliste ou autre. Mais sachez qu'en arrière-plan, tout n'est que mensonge. Ah désolé, mais je peux pas m'empêcher de vous parler de technique sur ce sujet, c'est vraiment très fun de voir l'envers du décor. Un premier exemple très connu, c'est celui de Metroid Prime. Afin d'économiser des ressources dans un monde aussi grand, le plus simple reste de ne charger que les parties visibles par le joueur. C'est vrai pour Metroid, mais c'est vrai pour n'importe quel autre jeu. Mais pour Metroid, la solution est très simple. On découpe le monde en petites sections séparées par des portes, de par son côté Metroidvania, et lorsque l'on tire sur celle-ci, elle déclenche en réalité un chargement. Et ce n'est qu'une fois que la section suivante est instanciée que la porte s'ouvre, ce qui peut expliquer que certaines portes mettent plus de temps que d'autres à s'ouvrir. Un autre exemple dans la même catégorie, les ascenseurs. Alors certains utilisent juste le fait de vous enfermer dans une boîte comme subterfuge pour cacher en réalité une téléportation vers une nouvelle zone. Mais derrière l'intérêt c'est surtout d'habiller ces moments avec des passages narratifs. Si vous avez joué à des open world dans ces 10 dernières années, vous êtes sans doute passé par de nombreuses crevasses très étroites. Et hop, 3 secondes d'inactivité permettant de décharger ce qui est derrière vous pour charger la suite de la zone. Enfin, certains dialogues dans Gears of War vous empêchent de vous déplacer rapidement, afin de, encore une fois, laisser le temps à la console de charger ce qui va suivre. Tout ceci est intégré dans le monde, et on a donc des astuces qui contournent les limites matérielles, permettent de gérer une navigation fluide ou de réduire la perception du temps pendant un chargement. Mais utiliser certaines d'entre elles de manière trop répétitive, c'est courir le risque de casser l'immersion et de sortir le joueur de son expérience. Au risque de me répéter, les temps morts, personne n'en veut. Et si certaines de ces méthodes masquent le chargement, il y a quand même un léger temps d'attente, même si on est toujours en train de jouer. C'est ainsi qu'un nouveau paradigme est arrivé, le seamless. L'idée c'est d'avoir un chargement pour lancer le jeu, mais qu'une fois en jeu, c'est fini, votre session ne sera plus interrompue. C'est un système principalement utilisé pour des open worlds, permettant alors une navigation sans interruption pour le joueur dans des espaces pourtant relativement grands. Alors comment on a fait ça? La solution est en fait un combiné de plusieurs solutions. La première approche c'est le streamloading. Vous avez sûrement vu cette vidéo sur le moteur Decima montrant comment Horizon Zero Dawn n'affiche que ce que la caméra peut voir. Eh bien le streaming ce n'est pas ça du tout. Dans Horizon, le moteur se contente juste de regarder si un objet est dans l'écran, si oui on l'affiche, sinon on le cache et c'est tout. C'est un principe aussi vieux que la 3D et ça simplifie tout de même grandement les choses. Dans notre cas, on ne va pas juste cacher l'objet, car un objet caché reste pris en compte dans les calculs. Le principe est simple. La map est chargée en mémoire, mais pas complètement. En fait, on va regarder quelles sont les ressources graphiques que l'on doit afficher et mettre à l'écran, ou qui sont assez proches de la caméra, même si elles ne sont pas affichées pour l'instant. Si à un moment, on se rend compte qu'on n'a plus besoin de telle ou telle ressource, par exemple un tonneau n'a plus besoin d'être affiché, on vérifie si d'autres objets partageant la même texture ou modèle sont présents dans l'écran, ou à proximité, sinon, on les enlève de la mémoire pour faire de la place pour d'autres ressources graphiques. Pour résumer, le streamloading, c'est une méthode de chargement continu qui permet d'éviter les coupures nettes en jeu. Concrètement, le système charge et décharge dynamiquement des données selon ce qui est visible ou proche du joueur. Mais cette solution seule peut causer des problèmes, parce que charger et décharger dynamiquement, créer et détruire des objets sans arrêt, ce n'est pas gratuit. Ubisoft a tendance à beaucoup utiliser ce mécanisme, et si votre PC n'est pas très performant, vous pouvez vous rendre compte des limites si vous tournez votre caméra très rapidement dans des endroits fournis. Il y a de fortes chances d'observer une baisse temporaire des performances. La deuxième chose à faire pour réduire ce problème, c'est d'utiliser du pooling d'objets. Grossièrement, ça consiste à avoir des objets chargés en permanence dans le monde. Ces objets peuvent être placés dans des endroits où le joueur ne les verra pas, par exemple sous la map ou dans un coin de monde inaccessible, ou alors on peut juste simplement désactiver l'affichage de ceux-ci.
puis on va les téléporter et ou activer leur comportement au moment où on en aura besoin. Une solution très efficace, par exemple dans le cadre des boulettes Hell, qui spawnent en boucle un nombre de projectiles et qui sont donc désactivés une fois sortis de l'écran, puis réinvoqués plus tard. Un autre problème qu'il faut prendre en compte, et ce peu importe si vous utilisez le streaming ou non, c'est le niveau de détail des objets affichés. Peut-être avez-vous entendu parler de LOD, Level of Detail. C'est un système très simple qui va en fonction de certains facteurs gérer la qualité d'affichage des objets. Le référentiel majeur, c'est la position de la caméra par rapport à l'objet. Exemple très simple, dans un FPS, votre arme est au premier plan. Donc on veut un niveau de détail très élevé, car c'est la première chose que l'on voit. Donc on fait un beau modèle d'arme avec un set de textures 4K voire 8K si vraiment vous voulez un truc magnifique, mais cet objet restant toujours au premier plan, son niveau de détail ne bougera pas. Mais pour des objets qui s'éloignent de la caméra, on va réduire ce niveau de qualité. Par exemple, des arbres dans un open world standard ont en général plusieurs niveaux de détail. Concrètement ce qui se passe, c'est que plus vous vous éloignez de ceux-ci, plus on va décharger les textures à haute résolution pour les remplacer par des textures plus simplifiées. Je donne ça sans exemple concret, mais on peut très bien passer d'une texture 4K à du 512 pixels. Et on peut également simplifier ce qu'on appelle le mesh. C'est la géométrie de votre objet, le modèle que vous voyez sur le terrain. Plus vous vous éloignez, plus on va réduire le nombre de polygones pour former cette géométrie, et on va aussi simplifier la forme de plus en plus. Dans des cas plus extrêmes, on peut même créer des imposteurs qui sont une sorte de trompe-l'œil 2D, d'un ou plusieurs meshs, ce qui réduit considérablement la charge de calcul pour le moteur. Puis dès que la caméra s'approche, on va faire une transition douce vers l'objet 3D. La prochaine fois que vous vous baladerez dans des open world avec beaucoup de végétation, regardez un peu plus loin que votre personnage et peut-être que vous verrez un espèce de cercle où la végétation change quand vous vous déplacez. Et la géométrie n'est pas la seule à bénéficier de ce genre d'optimisation, les animations aussi. C'est notamment pour cette raison que quand vous regardez des entités de loin, on peut apercevoir des animations saccadées, car on réduit la fréquence d'affichage pour ces dernières afin de favoriser des éléments plus proches de vous. En bref, le seamless, c'est combiner ces trois solutions. Le streamloading pour ne charger que les ressources nécessaires proches ou visibles par le joueur. Le pooling permet d'éviter de créer et de détruire en boucle des objets qui sont souvent utilisés et donc d'éviter certains processus trop coûteux. Et la gestion des LOD afin de ne pas avoir une map qui tourne à 1 FPS parce que l'arbre tout au fond là-bas est affiché en 8K alors qu'on le voit à peine. C'est votre carte graphique qui vous dit merci. Il faut alors jouer avec ces trois outils afin de trouver le rendu optimal, à la fois joli et surtout pas trop gourmand pour les différentes machines. Et il y a sans doute d'autres procédés qui permettent encore d'optimiser les mondes. Et c'est comme ça que, sans forcément le réaliser, vous pouvez vivre une expérience en open world sans avoir de temps mort, car les temps de chargement, ils sont toujours là. En fait, vous pouvez le voir sur Forza Horizon 5 par exemple. Si vous n'avez pas de SSD, essayez de rouler à 400 ou plus pendant quelques secondes, et vous pourrez sûrement voir que la map n'a pas eu le temps de charger. Mais tout n'a pas besoin d'utiliser ces solutions pour fonctionner. Et même Star Wars, qui pourtant est un open world, utilise certes les méthodes citées précédemment quand vous naviguez dans le monde, mais utilise d'autres arnaques pour vous faire croire qu'il ne charge pas. L'hyperespace ou l'arrivée sur une planète sont des exemples de chargement caché. Et toutes ces innovations, qu'elles soient matérielles ou logicielles, sont là pour donner aux joueurs toujours plus de visuels avec le moins d'interruptions possible. Quand des équipes de développement travaillent avec du matériel très performant et sont en maîtrise de leur moteur et de l'architecture d'une machine, on arrive à des petits miracles comme les voyages rapides dans Spider-Man 2. Une pression de quelques secondes sur un bouton, et le jeu vous a déjà téléporté et mis en mémoire la zone que vous avez sélectionnée. Le seul temps d'attente ici, c'est le fait de devoir maintenir un bouton pour confirmer l'action. Plus de pause pour le joueur. Insomniac Games ont vraiment réussi un tour de force avec ce système. Mais bon, tous les miracles ont des limites, on ne peut pas non plus charger 5 niveaux à la volée en l'espace d'une minute durant du gameplay et espérer que ça fonctionne. Vous savez quoi? J'ai encore menti. Les dimensions sont en train de s'effondrer. Eh bien, je ne suis pas très optimiste. Super. Waouh, où sommes-nous? Aucune idée. Donc, combien de bras À l'abordage? Avant de se quitter, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout ça? Moi qui voulais parler du UX, je me retrouve surtout à parler de technique. Et force est de constater que malgré des idées de design originales, c'est surtout la technique qui apporte des solutions. Créer des jeux en limitant les temps d'attente, ça peut devenir très vite compliqué. Je parle bien de temps d'attente car les chargements, eux, sont toujours là. Oui, on peut faire des passe-temps pendant les écrans de chargement pour altérer votre perception du temps. Oui, on peut également proposer des activités annexes pendant un matchmaking. Mais quand on fait des jeux d'aventure solo, on tend à vouloir supprimer l'existence même de ces écrans désormais. Jusqu'à présent, les temps de chargement c'était le moindre mal qu'on devait accepter en tant que joueur.
Mais tout nous porte à croire que ce problème est en train de disparaître. Mais tout ceci ne se fait pas d'un claquement de doigts, c'est la technique qui va donc œuvrer au service d'une meilleure expérience. Offrir des astuces qui vont surtout avoir pour objectif de tromper l'œil du joueur tout en essayant au maximum d'être convaincant. Et c'est sûrement ça le plus drôle quand on fait un jeu. Trouver des illusions, des arnaques qui permettent l'économie de mouvement, de performance, de temps. Du moment que derrière l'écran, on n'est pas vraiment conscience de ce qui se passe, un peu comme un tour de magie. Ici, on ne fait que traiter des changements et de la façon dont on a fait disparaître au fur et à mesure les temps d'attente. Alors imaginez tous les mensonges que l'on accepte quand on joue. Mais comme un magicien qui ne dévoile pas ses tours, il y a beaucoup d'autres astuces qui permettent à un jeu de fonctionner de manière convaincante, quand bien même il ne vaut mieux pas savoir ce qui se passe dans les coulisses. Toutes ces manœuvres sont là pour proposer des choses originales, et il est important d'immerger le joueur sans casser l'expérience. Donc accepter de rester dans le flou finalement, c'est bien mieux comme ça. Il y a quelque chose de grisant à se laisser impressionner par ce que l'on voit à l'écran et de se poser l'éternelle question. Mais comment ils ont fait ?